Bonjour, je m'appelle Sarah Kim. Depuis 9 ans, je conduis des camions en solo. J'ai commencé comme conductrice en équipe avec mon ex-mari, mais après notre divorce, j'ai décidé que je préférais la solitude de la route. Il y a quelque chose de paisible à être seul sur l'autoroute, avec rien d'autre que la route devant soi et ses propres pensées pour compagnie. Je suis une conductrice de nuit. J'aime le trafic plus léger et les températures plus fraîches, et je n'ai jamais été dérangé par l'isolement que certains conducteurs trouvent troublant lors des trajets nocturnes. Mais il y a un voyage que j'ai fait il y a 3 ans qui a changé ma façon de voir la solitude sur l'autoroute, et qui m'a fait réfléchir sur ceux qui pourraient partager la route avec nous, même quand on ne les voit pas. Je transportais un chargement de meubles de Caroline du Nord à Cleveland, en roulant vers le nord sur LI-77 à travers l'Ohio. C'était un trajet que j'avais fait des dizaines de fois, et j'avançais bien malgré un brouillard dispersé qui allait et venait depuis le début de la soirée. Vers 2 heures du matin, quelque part au sud de Canton, j'ai remarqué des phares apparaître dans mon rétroviseur côté conducteur. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Se faire doubler par des voitures et des camions fait partie de la conduite sur autoroute, surtout la nuit, quand le trafic rapide a tendance à se regrouper derrière les camions plus lents. Je roulais à 105 km/h, ce qui est à peu près ma vitesse maximale avec un chargement complet. Il était donc logique qu'un autre véhicule veuille me doubler. J'ai légèrement dévié vers la droite pour laisser de la place au véhicule qui me doublait et je me suis installé pour attendre qu'il me dépasse. Mais après quelques minutes, les phares étaient toujours là, maintenant la même distance derrière moi. J'ai vérifié mon compteur pour m'assurer que je ne ralentissais pas inconsciemment, ce qui arrive parfois quand on est fatigué. J'étais toujours à 105 km/h. Les phares derrière moi maintenaient une distance parfaite, ni ne se rapprochaient ni ne s'éloignaient. J'ai pensé que le conducteur était probablement prudent, attendant peut-être une portion plus dégagée de l'autoroute pour me doubler. LI-77, dans cette partie de l'Ohio, a des courbes et des collines qui rendent les dépassements difficiles, surtout la nuit. J'ai donc continué à conduire normalement, m'attendant à ce que le véhicule me dépasse quand le conducteur estimerait que c'était sûr. Mais après 15 minutes, les phares étaient toujours là. Je commençais à m'agacer. Je n'ai rien contre le fait d'être doublé, mais je n'aime pas qu'on me colle au basque pendant de longues périodes. Les phares semblaient maintenir une distance de suivi d'environ 90 mètres, ce qui n'était pas dangereusement proche, mais assez pour être remarquable. J'ai essayé de clignoter mes feux de position pour signaler qu'ils pouvaient me doubler, pensant que peut-être le conducteur était trop poli et attendait une sorte d'invitation. Aucune réponse. Les phares ont continué à me suivre à la même distance. J'ai essayé de ralentir à 95 km/h, pensant que cela encouragerait l'autre conducteur à me doubler. Les phares ont ralenti aussi, maintenant la même distance exacte. J'ai essayé d'accélérer à 110 km/h pendant quelques minutes. Les phares ont accéléré également, sans jamais se rapprocher ni s'éloigner. À ce stade, j'étais vraiment inquiète. En 9 ans de conduite, je n'avais jamais rencontré un conducteur qui semblait délibérément adapter sa vitesse et sa distance de suivi avec une telle précision. Cela commençait à ressembler moins à un trafic autoroutier normal et plus à une tentative délibérée de me suivre. J'ai saisi mon micro CB et j'ai essayé de joindre le conducteur derrière moi. Conducteur avec les phares qui suivent le camion de meubles en direction de l'est sur la 77, c'est le camion que vous suivez. Vous m'entendez? Aucune réponse. J'ai essayé plusieurs canaux différents, pensant que peut-être le conducteur surveillait une fréquence que je n'utilisais pas. Tout conducteur derrière le gros camion en direction de l'est sur la 77? C'est le camion devant vous. Voulez-vous me doubler? Toujours aucune réponse. Je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise. Les camions et voitures modernes sont équipés de toutes sortes d'équipements de communication. Radio CB, téléphone portable, même des systèmes par satellite. Qu'un conducteur soit complètement sans réponse à plusieurs tentatives de communication était hautement inhabituel. J'ai décidé de prendre la prochaine sortie pour voir ce que ferait le véhicule qui me suivait. S'il s'agissait simplement d'un autre routier qui se rendait à la même destination, il continuerait probablement sur l'autoroute. Si quelqu'un me suivait délibérément, il prendrait probablement la sortie aussi. La prochaine sortie était pour une petite ville appelée Brewster. J'ai signalé bien à l'avance, me suis dirigé vers la bretelle de sortie et j'ai pris la sortie à une vitesse normale. Dans mes rétroviseurs, j'ai vu les phares me suivre sur la bretelle de sortie. La sortie menait à un échangeur typique de petite ville. Une station-service, un restaurant de restauration rapide et quelques autres commerces, la plupart fermés à 2h30 du matin. Je me suis garé sur le parking d'une station-service ouverte 24h/24 et j'ai observé mes rétroviseurs pour voir ce que ferait le véhicule derrière moi. Les phares se sont garés sur le parking derrière moi et se sont arrêtés à environ 50 mètres. Je suis resté dans mon camion pendant quelques minutes, attendant de voir si le conducteur sortirait, s'approcherait de mon camion ou ferait quelque chose qui m'aiderait à comprendre ce qui se passait.
Les phares restaient simplement là, pointés dans ma direction, sans signe de mouvement ni d'activité. J'ai décidé de sortir et de marcher vers l'autre véhicule pour découvrir ce que voulait le conducteur. En descendant de ma cabine et en commençant à traverser le parking, j'ai pu voir que les phares appartenaient à un camion. Je pouvais distinguer la forme générale d'une cabine et d'une remorque dans la lueur des lumières de sécurité de la station-service. Mais en m'approchant, quelque chose semblait anormal dans les proportions. Le camion semblait étrangement allongé, comme si la remorque était beaucoup plus longue qu'une unité standard de 16 mètres. La cabine semblait également anormalement haute, avec un profil qui ne correspondait à aucun design de camion moderne que je connaissais. Quand j'étais à environ 6 mètres de l'autre camion, j'ai appelé. Et, le conducteur. Tout va bien? Vous me suivez depuis un moment. Aucune réponse de l'intérieur de la cabine. Je me suis approché et j'ai essayé de regarder à travers le pare-brise pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un sur le siège du conducteur. L'intérieur de la cabine était complètement sombre et je ne voyais aucun signe indiquant qu'il y avait une personne à l'intérieur, mais le moteur tournait. Je pouvais entendre le ralenti et voir la vapeur d'échappement s'échapper des pots. Bonjour. Ai-je appelé plus fort cette fois? Il y a quelqu'un là-dedans. C'est alors que j'ai remarqué que je ne pouvais pas voir la plaque d'immatriculation du camion, ni de numéro, ni aucune autre information d'identification. La remorque était complètement sans marque, sans logo de société, ni même des réflecteurs de sécurité de base. Sous l'éclairage étrange du parking de la station-service, tout le camion semblait presque translucide, comme s'il était fait d'un matériau qui n'interagissait pas tout à fait avec la lumière comme le métal et la peinture le devraient. J'ai commencé à avoir vraiment peur. Je me suis éloigné du camion mystérieux et je suis retourné rapidement vers mon propre camion, regardant par-dessus mon épaule pour m'assurer que je n'étais pas suivi. En remontant dans ma cabine, j'ai regardé dans mes rétroviseurs et j'ai vu que l'autre camion n'était plus là. Pas en train de s'éloigner, pas déplacé vers une autre partie du parking, mais simplement disparu. L'endroit où il était garé était vide, sans signe qu'un véhicule y ait jamais été. Je suis resté dans mon camion pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai fait 2 fois le tour du parking de la station-service, vérifiant chaque endroit possible où un camion aurait pu se garer. Je suis même entré et j'ai demandé à l'employé s'il avait vu un autre camion sur le parking. « Juste le vôtre », a-t-il dit. « Vous êtes là depuis environ 15 minutes. Je n'ai pas vu d'autres camions ce soir. » J'ai décrit le camion que j'avais vu. L'employé a secoué la tête. « Vous êtes sûr d'avoir vu un autre camion? Parfois, la nuit, les ombres et les reflets peuvent jouer des tours, mais je savais ce que j'avais vu. J'avais été suivi par un camion pendant plus d'1 heure. J'avais vu ce camion prendre la même sortie que moi. J'avais vu ce camion se garer sur le même parking où j'étais garé. Le camion avait été assez réel pour projeter des ombres et produire du bruit de moteur et de la vapeur d'échappement. Mais maintenant, il avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Je suis retourné sur Elite 77 et j'ai continué vers Cleveland, mais j'étais profondément secoué par cette expérience. Je n'ai pas cessé de vérifier mes rétroviseurs, m'attendant à moitié à voir réapparaître les phares mystérieux derrière moi, mais l'autoroute est restée vide pour le reste du trajet. J'ai livré mon chargement à Cleveland le lendemain matin et j'ai essayé de chasser l'incident de mon esprit, mais au cours des mois suivants, je me suis surprise à y penser de plus en plus. J'ai commencé à demander à d'autres conducteurs s'ils avaient déjà vécu quelque chose de similaire, c'est-à-dire être suivis par des véhicules qui semblaient se comporter de manière impossible. Ce que j'ai découvert, c'est que mon expérience n'était pas unique. Un nombre surprenant de conducteurs, surtout ceux qui roulent seuls la nuit, avaient des histoires à raconter sur des véhicules mystérieux qui ne se comportaient pas comme un trafic normal. La plupart des récits suivaient un schéma similaire, des phares apparaissant dans les rétroviseurs et maintenant une distance de suivi parfaite pendant de longues périodes. Des véhicules qui ne répondaient pas aux appels radio CB ou à d'autres tentatives de communication, et des rencontres qui se terminaient par la disparition soudaine du véhicule mystérieux. Certains conducteurs pensaient que ces rencontres étaient la preuve d'opérations de surveillance ou de forces de l'ordre. D'autres croyaient qu'ils voyaient des véhicules expérimentaux ou des convois militaires utilisant une technologie avancée pour éviter la détection. Mais quelques conducteurs, généralement les plus anciens avec des décennies d'expérience sur la route, avaient une théorie différente. Ils croyaient que certaines autoroutes étaient hantées par les esprits de conducteurs morts dans des accidents et que ces esprits continuaient à parcourir leurs itinéraires familiers même après la mort. Des camions fantômes, comme les appelait un vieux routier. Des conducteurs qui sont morts en faisant ce qu'ils aimaient et qui sont toujours là, parcourant les mêmes routes qu'ils ont toujours parcourues. J'étais sceptique face aux explications surnaturelles, mais je n'arrivais pas à trouver de théorie rationnelle qui explique ce que j'avais vécu. Le camion que j'avais vu avait été assez solide pour bloquer les lumières de la station-service et projeter des ombres sur le sol, mais il avait disparu instantanément et complètement, sans laisser de traces de sa présence. Au cours de l'année suivante,
j'ai eu 2 autres rencontres similaires sur différentes autoroutes. À chaque fois, le schéma était le même. Des phares mystérieux qui me suivaient sur de longues distances, une synchronisation parfaite avec ma vitesse et mes changements de voie, un manque total de réponse aux tentatives de communication et une disparition soudaine quand j'essayais d'enquêter. Ces rencontres étaient toujours troublantes, mais elles ne semblaient jamais menaçantes. Les véhicules mystérieux n'ont jamais essayé de me forcer à quitter la route ou de conduire de manière agressive. Ils me suivaient simplement, comme s'ils me tenaient compagnie sur de longues portions solitaires d'autoroute. J'ai commencé à les considérer comme des esprits gardiens, des conducteurs qui étaient morts, mais qui continuaient à veiller sur ceux d'entre nous qui gagnions encore notre vie sur la route. Peut-être essayaient-ils de s'assurer que je ne m'endormais pas au volant. Ou peut-être étaient-ils simplement des âmes solitaires qui regrettaient la camaraderie de partager la route avec d'autres conducteurs. La dernière rencontre que j'ai eue a été la plus dramatique. Je conduisais à travers la Virginie occidentale sur LI 64, transportant un chargement d'appareils électroménagers vers le Kentucky. Il était environ 3 heures du matin et je montais une longue côte dans un brouillard épais quand j'ai réalisé que j'avais des problèmes de frein. Ma pression d'air baissait plus vite qu'elle n'aurait dû et je pouvais sentir les freins commencer à faiblir alors que j'essayais de garder le contrôle sur l'autoroute de montagne escarpée et sinueuse. J'étais dans une situation très dangereuse. Si mes freins lâchaient complètement alors que j'étais sur cette pente, je finirais comme une autre statistique d'accident de camion emballé. C'est alors que les phares sont apparus derrière moi. Pas en me suivant à distance cette fois, mais juste derrière moi, assez près pour que je puisse distinguer le contour de la cabine dans mes rétroviseurs. Le camion mystérieux est resté juste derrière moi alors que je menais mon camion au frein défaillant en bas de la montagne. Et j'ai eu la nette impression que si mon camion commençait à s'emballer, le camion derrière moi essaierait de me ralentir ou de me pousser vers la sécurité. J'ai réussi à amener mon camion sur une voie de décélération pour camions emballés à mi-chemin de la descente. Et alors que je m'engageais dans la zone d'urgence, j'ai regardé dans mes rétroviseurs pour voir ce que ferait le camion derrière moi. Il avait disparu. Mais sur le sol, là où il aurait dû être, j'ai trouvé quelque chose qui m'a convaincu une fois pour toutes que les suiveurs mystérieux n'étaient pas des hallucinations ou des illusions d'optique. Il y avait des traces de pneus dans la terre, à côté de la voie de décélération. Des traces qui montraient qu'un camion s'était garé et arrêté exactement à l'endroit où j'avais vu les phares derrière moi pour la dernière fois. Les traces étaient fraîches et profondes, faites par un camion fortement chargé, mais elles s'arrêtaient brusquement, comme si le camion avait simplement disparu alors qu'il était garé. Un policier d'État qui a répondu à mon appel pour défaillance des freins a examiné les traces de pneus et a confirmé qu'elles avaient été faites par un grand véhicule commercial. Mais il n'avait aucune explication quant à la raison pour laquelle les traces s'arrêtaient si soudainement ou où le camion qui les avait faites avait bien pu aller. La chose la plus étrange que j'ai vue en 20 ans de patrouille routière, a-t-il dit. On dirait qu'un camion a tout simplement disparu dans les airs. J'ai fait réparer mes freins et j'ai terminé ma livraison au Kentucky, mais je n'ai pas cessé de penser à ces traces de pneus et à ce qu'elles signifiaient. Quelqu'un ou quelque chose m'avait surveillé pendant l'une des situations les plus dangereuses que j'ai jamais rencontrées en tant que conductrice. Et cette personne avait laissé une preuve physique de sa présence, même si je ne pouvais pas expliquer qui elle était ou où elle était allée. Je ne conduis plus en solo. Quelques mois après l'incident des freins, j'ai commencé à conduire en équipe avec un gars nommé Pete, qui est devenu un bon ami et partenaire. Nous faisons maintenant des trajets plus longs, des chargements transcontinentaux qui nous gardent occupés et rentables. Mais parfois, quand Pete dort dans la couchette et que je conduis seul dans la nuit, j'aperçois des phares dans mes rétroviseurs qui semblent me suivre à la bonne distance. Et au lieu d'avoir peur, je me sens réconforté, car je sais que quelque part sur les autoroutes d'Amérique, il y a des conducteurs qui se soucient assez de leurs collègues routiers pour continuer à veiller sur eux, même après la mort. Des conducteurs qui sont morts en faisant ce qu'ils aimaient, mais qui ont trouvé un moyen de continuer à rouler sous une forme ou une autre. L'autoroute peut être un endroit solitaire, surtout au milieu de la nuit, quand on est la seule personne éveillée à des kilomètres à la ronde. Mais je ne pense pas que nous soyons jamais vraiment seuls là-bas. Je pense qu'il y a des esprits gardiens qui roulent sur les autoroutes avec nous, nous tenant compagnie, surveillant nos arrières et prêts à nous aider quand nous en avons le plus besoin. Je ne saurais peut-être jamais qui me suivait dans ces camions mystérieux ou pourquoi ils ont choisi de veiller sur moi pendant certains des trajets les plus difficiles de ma carrière. Mais je suis reconnaissante de leur présence. Et j'espère qu'un jour, quand mes jours de conduite seront terminés, j'aurai l'occasion de rendre l'appareil à un autre conducteur qui a besoin d'un ange gardien roulant dans ses rétroviseurs. Car c'est ce que font les routiers les uns pour les autres. Nous veillons les uns sur les autres. Nous partageons la route et nous ne laissons jamais un collègue conducteur affronter seul l'obscurité, même après la mort, apparemment. Je m'appelle Mark Thompson, et ce que je vais vous raconter est la raison pour laquelle je ne prendrai plus jamais d'autostoppeur de ma vie, peu importe à quel point il semble désespéré ou à quel point le temps est mauvais. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai installé des caméras de tableau de bord et un traceur GPS dans mon camion,
Et pourquoi j'appelle toujours ma femme à des heures prédéterminées quand je suis en long trajet, juste pour qu'elle sache exactement où je suis et quand. Je conduis des camions depuis 15 ans, et je me suis toujours enorgueilli d'être l'un des bons. Le genre de conducteur qui s'arrête pour aider les automobilistes en détresse, qui partage son café avec d'autres routiers dans les aires de repos, qui fait un détour pour être courtois et utile à quiconque a besoin d'aide. Mon entreprise m'a félicité à plusieurs reprises pour être allé au-delà de mes obligations, et j'ai formé plusieurs nouveaux conducteurs au fil des ans. Je mentionne cela non pas pour me vanter, mais pour établir que je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions imprudentes ou ignore les protocoles de sécurité sans bonne raison. La nuit où tout a mal tourné était un jeudi de fin novembre. Je transportais un chargement de matériaux de construction de Pittsburgh à Memphis, roulant vers le sud sur LI 77 à travers la Virginie occidentale, puis me connectant à d'autres autoroutes pour la dernière partie du trajet vers le Tennessee. Il faisait froid et il pleuvait, pas tout à fait gelé, mais un temps misérable pour quiconque serait coincé dehors. J'étais à environ 2 heures de route, quelque part dans les collines du sud de la Virginie occidentale, quand j'ai vu l'autostoppeur. Il se tenait sur le bas-côté de l'autoroute, le pouce levé, portant ce qui semblait être une veste en jean et un jean. Pas de parapluie, pas d'équipement de pluie, juste debout là, sous la pluie froide, en train de se faire tremper. Alors que mes phares balayaient sa silhouette, j'ai pu voir qu'il tremblait et semblait vraiment en détresse. Maintenant, prendre des autostoppeurs est contraire à la politique de l'entreprise pour les routiers. C'est une question de responsabilité, de sécurité et potentiellement de légalité selon la cargaison que vous transportez. En 15 ans de conduite, je n'avais jamais pris d'autostoppeur. Et j'avais formé d'autres conducteurs à ne jamais le faire, en aucune circonstance. Mais ce gars semblait vraiment en difficulté. La temperature baissait. La pluie devenait plus forte. Et nous étions au milieu de nulle part, sans ville ni aire de repos à au moins 30 km dans les deux sens. Si je ne l'aidais pas, il pourrait rester là pendant des heures avant qu'un autre véhicule ne passe. J'ai pris une décision que j'ai regrettée chaque jour depuis. Je me suis arrêté. Alors que je ralentissais mon camion pour m'arrêter sur le bas-côté, j'ai pu voir l'autostoppeur dans mes rétroviseurs courir vers le côté passager de mon camion. J'ai baissé la vitre passager et je lui ai crié. « Vous avez besoin d'un trajet ? Je peux vous emmener à la prochaine aire de repos. »« Merci », a-t-il répondu. « J'apprécie vraiment. » Sa voix semblait normale, peut-être un peu rauque à cause du froid, mais rien d'inhabituel. J'ai déverrouillé la porte passager et j'ai attendu qu'il monte dans la cabine. C'est alors que j'ai eu mon premier bon aperçu de lui. Il devait avoir la trentaine, avec des cheveux foncés plaqués sur son crâne à cause de la pluie. Ses vêtements étaient trempés et il tremblait violemment, mais quelque chose dans son apparence semblait décalé, bien que je ne puisse pas mettre le doigt sur ce que c'était. « Où allez-vous » lui ai-je demandé alors qu'il s'installait sur le siège passager et que je reprenais l'autoroute. « Vers le sud » a-t-il dit. « Juste vers le sud. » D'accord. Eh bien, il y a une aire de repos dans environ 30 km. Je peux vous y déposer et peut-être pourrez-vous trouver un autre trajet avec quelqu'un qui va plus loin dans votre direction. C'est très gentil de votre part. Sa voix était polie, reconnaissante, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il était assis. Il regardait droit devant lui, sans me regarder quand il parlait, et il n'avait pas fait les mouvements normaux qu'on attendrait de quelqu'un qui vient de sortir de la pluie. Pas d'essuyage de son visage, pas d'essorage de ses cheveux, pas de tentative de se sécher ou de se réchauffer. J'ai augmenté le chauffage dans la cabine et je lui ai offert une serviette de mon compartiment couchette. « Vous devez être gelé. Tenez, séchez-vous. » Il a pris la serviette, mais ne l'a pas utilisée. Il l'a simplement tenue sur ses genoux et a continué à fixer droit devant lui à travers le pare-brise. « Vous étiez là depuis longtemps » ai-je demandé, essayant d'engager la conversation. Un moment. Qu'est-il arrivé ? Panne de voiture ? Quelque chose comme ça. Ses réponses devenaient de plus en plus courtes, et je commençais à me sentir mal à l'aise face à la situation. La plupart des gens qui se font prendre en stop par un bon samaritain sont plutôt bavards, reconnaissants, loquaces, impatients d'expliquer leur situation et d'exprimer leur gratitude. Ce gars me donnait des réponses d'un seul mot et ne semblait pas intéressé par une conversation normale. Mais je me suis dit qu'il était peut-être juste froid et fatigué, ou peut-être qu'il était naturellement timide. Certaines personnes n'aiment pas parler à des inconnus, même à des inconnus qui les aident. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs kilomètres. Je continuais à vérifier mon rétroviseur passager, essayant d'avoir un meilleur aperçu du gars, mais il continuait à regarder droit devant lui. L'étrange chose était que, bien qu'il ait été debout sous la pluie, il ne goûtait pas d'eau sur le siège ni ne laissait de traces humides sur l'upholsterie. Ses vêtements semblaient encore humides, mais c'était comme si l'humidité n'était pas de l'eau réelle. Environ 15 km plus loin, j'ai essayé d'engager une nouvelle conversation. « Vous êtes d'ici ?»
Il s'est tourné pour me regarder pour la première fois depuis qu'il était monté dans le camion. Il n'avait pas de visage. Là où ses yeux, son nez et sa bouche auraient dû être, il n'y avait que de la police, pas de peau cicatrisée ou déformée, mais une chair parfaitement lisse, comme si les traits du visage n'avaient jamais existé. La peau était pâle et légèrement translucide, et elle semblait se déplacer et onduler légèrement sous la lumière du tableau de bord. J'ai sursauté de choc et j'ai dû lutter pour garder le camion sur la route. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre et j'ai senti une montée d'adrénaline qui faisait trembler mes mains. « Jésus-Christ !» ai-je crié. « Qu'est-ce que tu es ?» La chose assise sur le siège passager s'est détournée de moi et a regardé à nouveau devant elle. Quand elle a parlé, la voix semblait venir de quelque part à l'intérieur de sa tête, même s'il n'y avait pas de bouche visible. « Je suis désolé que vous puissiez me voir », a-t-elle dit. « La plupart des gens ne le peuvent pas. » J'hyperventilais, essayant de comprendre ce que je voyais tout en gardant le contrôle d'un 18 roues roulant à vitesse d'autoroute. Chaque instinct que j'avais hurlait de faire sortir cette chose de mon camion, mais j'étais piégé. Je ne pouvais pas m'arrêter sur le bas-côté sans me mettre en danger à cause du trafic passant, et je ne pouvais pas la forcer à sortir pendant que nous roulions. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je réussi à demander. « Je veux juste rentrer chez moi. »« Où est chez toi ?» Je ne m'en souviens plus. La voix de la chose devenait plus claire, et j'ai réalisé que ce n'était pas une seule voix, mais plusieurs voix parlant à l'unisson. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants, disant tous les mêmes mots en même temps. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Je ne sais pas. Le temps ne fonctionne plus de la même manière pour moi. Je m'approchais de l'aire de repos où j'avais promis de l'emmener, mais maintenant j'avais peur de laisser cette chose sortir dans un endroit où il y aurait d'autres personnes. Et si elle s'approchait d'un autre conducteur insoupçonné? Et si elle blessait quelqu'un? Mais alors que nous nous approchions de l'aire de repos, la chose a commencé à changer. Elle était toujours tournée vers l'avant, mais je pouvais voir son reflet dans la vitre côté passager. Et le reflet avait l'air différent de ce que je voyais directement. Dans le reflet, elle avait un visage. Pas la surface lisse et sans traits que je pouvais voir quand je la regardais directement, mais le visage d'un être humain normal. D'âge moyen, avec des yeux fatigués et une expression triste, portant des vêtements qui semblaient dater de plusieurs décennies plus tôt. « Vous pouvez voir mon vrai visage dans le reflet », a-t-elle dit, remarquant apparemment où je regardais. Je me suis garé sur la première aire de repos que j'ai trouvée et je suis resté assis sur le parking pendant près d'1 heure, essayant de comprendre ce que j'avais vécu. Mes mains tremblaient encore et je pouvais encore sentir des traces de cette odeur d'eau de marais sur mes vêtements. Mais ce qui m'a vraiment troublé, ce sont les preuves de ce qui s'était passé. L'extérieur de mon camion était couvert d'empreintes de mains mouillées. Des dizaines d'entre elles, de mains de différentes tailles, partout sur la cabine et la remorque. Les empreintes étaient clairement visibles sous l'éclairage vif de l'aire de repos, et elles semblaient avoir été faites par des mains qui avaient été sous l'eau pendant longtemps. À l'intérieur de la cabine, mes vitres s'étaient embuées malgré le fait que la climatisation fonctionnait. Quand j'ai essuyé la condensation, j'ai trouvé d'autres empreintes de mains à l'intérieur des vitres, comme si les figures de la brume avaient somehow réussi à traverser les vitres pour toucher les surfaces intérieures. Le plus troublant de tout, mon carnet de bord électronique montrait un trou dans les données enregistrées. Selon l'appareil, j'avais conduit normalement jusqu'à environ 23 heures. Puis il n'y avait aucune donnée pendant environ 2 heures. Ensuite, la conduite normale a repris vers 1 heure du matin. C'était comme si ces 2 heures avaient simplement été effacées du temps. J'ai terminé ma livraison à Charleston le lendemain matin, mais j'étais si secoué par l'expérience que j'ai appelé mon dispatch et demandé à être affecté à des itinéraires qui ne nécessitaient pas de conduite de nuit dans des zones reculées. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait des recherches sur l'inondation de 1937 dont l'infirmière avait parlé. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. L'inondation de la rivière Ohio en 1937 était en effet l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de la région. La rivière avait atteint un niveau près de 24 mètres au-dessus de son niveau normal, inondant les communautés le long de tout son cours. Dans la zone où j'avais rencontré la brume, l'inondation avait été particulièrement dévastatrice. La ville de Portsmouth avait été complètement submergée, avec l'eau couvrant les rues principales à une profondeur de plusieurs mètres. L'autoroute 52, qui longe la rivière, avait été sous l'eau pendant des semaines. Des centaines de personnes étaient mortes dans l'inondation, beaucoup d'entre elles en essayant d'évacuer le long de la même autoroute que j'avais empruntée. J'ai trouvé des comptes rendus de journaux de 1937 qui décrivaient les efforts de sauvetage le long de l'autoroute 52. Beaucoup des victimes avaient été retrouvées portant les types de vêtements que j'avais vus dans la brume. Des costumes d'affaires, des vêtements de travail, des uniformes scolaires, et même des robes de mariée de personnes qui avaient été prises par les eaux montantes alors qu'elles assistaient à des événements sociaux. Un article mentionnait spécifiquement une infirmière nommée Margaret Sullivan qui était morte en essayant d'aider à évacuer des patients d'un hôpital qui se trouvait sur le chemin de l'inondation.
La description de son uniforme correspondait à ce que j'avais vu sur la femme qui m'avait donné des directions. J'ai également découvert que l'autoroute 52 avait une réputation parmi les conducteurs locaux d'être hantée. Plusieurs personnes ont rapporté avoir rencontré une brume mystérieuse dans la même zone où j'avais eu mon expérience. Et certains affirmaient avoir vu des figures de l'inondation de 1937 marcher le long du bas-côté de la route. La plupart de ces rapports avaient été rejetés comme du folklore ou le résultat de la fatigue des conducteurs, mais les détails étaient remarquablement cohérents avec ce que j'avais vécu. Au cours des mois suivants, j'ai essayé de continuer ma carrière de routier, mais j'ai constaté que j'étais constamment nerveux à l'idée de conduire dans des zones qui pourraient avoir des antécédents de catastrophes naturelles ou d'événements tragiques. Chaque fois que je rencontrais du brouillard ou des conditions météorologiques inhabituelles, je pensais à ces figures fantomatiques et me demandais si j'allais être entraîné dans une sorte de relecture surnaturelle d'événements passés. J'ai tenu environ 6 mois de plus en tant que routier avant de décider que le stress n'en valait pas la peine. Je suis retourné à l'école et je suis devenu technicien médical, ce qui me tient éloigné des autoroutes et dans des zones peuplées et bien éclairées où les rencontres surnaturelles sont moins probables. Mais je pense encore à cette nuit sur l'autoroute 52 et aux centaines de personnes qui sont mortes dans l'inondation de 1937. Je pense à la façon dont elles pourraient encore être là, piégées dans ce moment où les eaux montantes ont emporté leur vie, essayant toujours de trouver leur chemin vers la sécurité le long d'une autoroute qui est sèche depuis des décennies. L'infirmière qui m'a donné des directions, Margaret Sullivan, si c'était vraiment elle, avait fait référence à la brume comme me menant au mauvais moment. Je pense qu'elle voulait dire que la brume surnaturelle était une sorte d'anomalie temporelle, un endroit où le passé et le présent s'entrecroisent, où les morts continuent à vivre leurs derniers moments encore et encore. Et parfois, les personnes vivantes qui traversent cette zone au mauvais moment se retrouvent prises dans la relecture, devenant des participants temporaires à une tragédie qui s'est produite il y a plus de 80 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu m'échapper, alors que d'autres n'ont peut-être pas eu cette chance. Peut-être était-ce parce que j'ai écouté les conseils de l'infirmière sur le fait de rester en hauteur. Peut-être était-ce parce que j'ai respecté les esprits que j'ai rencontrés plutôt que d'essayer de les ignorer ou de les traverser agressivement. Ou peut-être avais-je simplement de la chance. Mais je sais qu'il y a des tronçons de l'autoroute 52 qui doivent être évités dans certaines conditions météorologiques, surtout quand une brume verdâtre épaisse semble se déplacer indépendamment du vent. Si vous vous retrouvez un jour à conduire dans la vallée de la rivière Ohio et que vous rencontrez une brume verte épaisse qui semble se déplacer indépendamment du vent, faites demi-tour et trouvez un itinéraire alternatif. Si vous voyez des figures marcher le long du bas-côté, vêtues de vêtements d'une autre époque, ne vous arrêtez pas pour enquêter. Et si une infirmière en uniforme des années 1930 s'approche de votre camion et vous donne des directions, écoutez attentivement et suivez ses conseils à la lettre. Elle pourrait être la seule chose qui se dresse entre vous et le fait de devenir une partie permanente d'une tragédie qui se rejoue depuis plus de 80 ans. L'inondation de 1937 a coûté la vie à des centaines de personnes le long de la rivière Ohio. Mais certaines de ces victimes sont toujours là, essayant toujours d'aider d'autres voyageurs à éviter le même sort qu'elles ont subi. Le moins que nous puissions faire est de prêter attention quand elles essaient de nous avertir des dangers qui se cachent dans la brume. Je m'appelle Dave Clark et ce que je vais vous raconter est arrivé à mon frère jumeau Danny et à moi il y a 4 ans, lors d'un trajet qui aurait dû être routinier de Columbus à Cleveland. Danny et moi conduisons en équipe depuis 8 ans. Il conduit le jour, je conduis la nuit, et nous avons développé un système qui nous permet de parcourir plus de kilomètres que la plupart des conducteurs solos tout en restant légaux sur nos heures de service. Nous sommes des jumeaux identiques, ce qui parfois déroute les dispatchers et les clients, mais c'est en fait un avantage dans le camionnage. Nous pensons de la même manière, communiquons sans avoir à tout expliquer, et nous faisons entièrement confiance l'un à l'autre. En 8 ans de conduite en équipe, nous n'avons jamais eu de désaccord sérieux sur les choix d'itinéraire, la planification ou la manière de gérer les situations difficiles. Cette nuit-là, nous transportions un chargement de meubles de bureau d'un fabricant à Columbus jusqu'à un centre de distribution à Cleveland. C'était un chargement de grande valeur, mais pas particulièrement lourd, et nous faisions excellent en malgré quelques retards de construction autour de Columbus. Danny avait conduit depuis tôt le matin, et nous avions échangé nos positions vers 18h pour qu'il puisse se reposer pendant que je conduisais le quart de nuit. Le plan était que je pousse jusqu'à Cleveland, arrivant assez tôt pour que Danny puisse prendre le relais pour le rendez-vous de livraison le lendemain matin. Tout se passait bien jusqu'à ce que notre GPS commence à mal fonctionner vers 22h. Nous étions sur LI 71 Nord, à environ 50 km au sud de Mansfield, quand l'écran du GPS a commencé à scintiller et à afficher des informations contradictoires. Un moment, il nous montrait sur le bon itinéraire avec des indications normales pour Cleveland. Le moment suivant, il affichait des routes qui ne semblaient pas exister et suggérait des sorties que je ne voyais pas sur les panneaux de signalisation de l'autoroute. « Danny, réveille-toi », ai-je appelé à mon frère dans la couchette. « Je pense que nous avons un problème de navigation. »
Danny s'est installé sur le siège passager et a regardé l'affichage du GPS. Comme moi, il pouvait voir que quelque chose n'allait pas avec le système. « C'est bizarre », a-t-il dit. Il montre 3 itinéraires différents pour Cleveland et aucun ne correspond à ce que disent les panneaux routiers. J'ai sorti notre GPS de secours. Nous en transportons toujours 2 systèmes de navigation indépendants au cas où l'un tomberait en panne. Mais quand Danny l'a allumé, il a montré les mêmes informations confuses que l'unité principale. Les 2 systèmes GPS ne peuvent pas avoir tort en même temps, a dit Danny. Quelque chose interfère avec les signaux satellites. Nous avons essayé d'utiliser le GPS de nos téléphones portables, mais il montrait le même comportement erratique, scintillant entre différents affichages d'itinéraires, suggérant des virages sur des routes qui n'étaient marquées sur aucun panneau et donnant des heures d'arrivée qui variaient de plusieurs heures d'un moment à l'autre. Suivons simplement les panneaux routiers, ai-je suggéré. I-71 Nord vers Cleveland. Comme nous l'avons fait des dizaines de fois auparavant. Nous n'avons pas besoin de GPS pour un itinéraire que nous connaissons par cœur. Mais alors que nous continuions vers le nord, les panneaux routiers ont commencé à devenir incohérents. Certains panneaux montraient les bonnes distances jusqu'à Cleveland et d'autres villes familières, tandis que d'autres affichaient des noms de villes que nous n'avions jamais entendus et des distances qui n'avaient aucun sens. Un panneau indiquait Cleveland à 75 km, tandis que le panneau suivant, à seulement 3 km plus loin, indiquait Cleveland à 100 km. Ça devient vraiment bizarre, a dit Danny. C'est comme si nous conduisions dans une sorte de zone morte où rien de électronique ne fonctionne correctement. Vers 22h30, nous avons vu un panneau de sortie que ni lui ni moi ne connaissions de nos précédents trajets sur cet itinéraire. C'était pour une ville appelée Millbrook, avec une distance indiquée de 3 km. Le panneau avait l'air officiel, avec le même design et les mêmes polices utilisées par le département des transports de l'Ohio, mais ni Danny ni moi ne nous souvenions de l'avoir jamais vu auparavant. « Tu as déjà entendu parler de Millbrook » ai-je demandé à Danny. « Jamais. Et nous avons fait ce trajet au moins 50 fois. » Notre jauge de carburant indiquait environ un quart de réservoir, ce qui aurait dû être largement suffisant pour atteindre Cleveland. Mais étant donné la confusion avec nos systèmes de navigation, je commençais à m'inquiéter de me perdre ou de prendre un mauvais tournant qui ajouterait des kilomètres significatifs à notre trajet. Qu'est-ce que tu penses de prendre cette sortie et de chercher une station-service ? Ai-je suggéré. Peut-être que nous pourrons obtenir des indications de quelqu'un du coin et comprendre où nous sommes. Danny a accepté. J'ai donc pris la sortie Millbrook. La bretelle de sortie menait à une route à 2 voies qui se dirigeait vers l'est à travers des terres agricoles et des zones boisées. Après environ 3 km, nous avons franchi une petite colline et vu les lumières d'une ville étalée dans la vallée en contrebas. Millbrook ressemblait à une petite ville typique de l'Ohio. Une rue principale bordée de magasins et de restaurants, des quartiers résidentiels s'étendant à partir du centre commercial, et le mélange habituel de bâtiments plus récents et de structures plus anciennes que l'on trouve dans toute communauté rurale qui s'est développée autour de l'agriculture et de la petite industrie. L'étrange chose était le silence. Il était 22h45 un soir de semaine, donc je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de trafic ou d'activité. Mais alors que nous roulions sur la rue principale de Millbrook, nous n'avons vu aucun trafic du tout. Aucune voiture garée dans la rue, aucun piéton, aucun signe de vie nulle part. Pourtant, tous les bâtiments étaient éclairés comme s'ils étaient ouverts pour les affaires. Les réverbères étaient allumés, les feux de circulation changeaient selon leurs schémas normaux, et la plupart des commerces avaient leurs enseignes illuminées et leurs vitrines brillantes. Un dîner avait son enseigne ouvert, allumée. Les pompes d'une station-service étaient éclairées et semblaient fonctionnelles, et même un cinéma affichait des films actuels sur son marqué. Cet endroit a l'air ouvert, mais où est tout le monde ? A demandé Danny. Nous avons parcouru 2 fois la longueur de la rue principale, cherchant tout signe d'activité humaine. Les commerces semblaient tous fonctionnels. Nous pouvions voir des lumières allumées à l'intérieur des bâtiments, des écrans électroniques affichant des informations actuelles, et même ce qui semblait être de la nourriture fraîche exposée dans les vitrines des restaurants. Mais il n'y avait aucune personne nulle part. Aucun client, aucun employé, aucun résident visible dans aucune des maisons que nous avons passées. Peut-être qu'il y a un événement communautaire, ai-je suggéré. Une réunion de ville, un match de football du lycée, quelque chose qui attirerait tout le monde au même endroit. Nous avons trouvé le lycée et vérifié le stade de football. Il était vide, mais les lumières étaient allumées et le tableau de score affichait ce qui semblait être des informations de match actuel. Nous avons vérifié la place du village, pensant qu'il pourrait y avoir une sorte de festival ou de rassemblement. Vide, mais tous les bancs et les lumières décoratives suggéraient qu'elle était entretenue et utilisée régulièrement. Nous avons même conduit à travers les quartiers résidentiels à la recherche de tout signe de vie. Chaque maison était éclairée. Beaucoup avaient des voitures dans les allées et nous pouvions voir des écrans de télévision scintiller dans les fenêtres des salons,
mais nous n'avons vu une seule personne nulle part. C'est vraiment flippant, a dit Danny. C'est comme si tout le monde en ville avait juste disparu. Nous avons décidé de nous arrêter à la station-service pour faire le plein et voir si nous pouvions trouver quelqu'un pour nous donner des indications. Alors que nous nous approchions des pompes, nous avons remarqué que tout semblait fonctionner normalement. Les affichages numériques fonctionnaient, les lecteurs de cartes de crédit étaient actifs et les pompes étaient prêtes à distribuer du carburant. J'ai passé ma carte de crédit d'entreprise et j'ai commencé à faire le plein du camion pendant que Danny est entré pour chercher un employé et peut-être acheter des snacks. Quelques minutes plus tard, Danny est ressorti avec une expression étrange sur le visage. « Dave, tu dois voir ça. » J'ai terminé de faire le plein et j'ai suivi Danny à l'intérieur de la station-service. L'intérieur était bien éclairé et entièrement approvisionné avec de la nourriture fraîche dans les sections réfrigérées et des magazines actuels sur les présentoirs. La caisse enregistreuse était allumée et semblait fonctionnelle, mais il n'y avait personne derrière le comptoir. « Regarde ça », a dit Danny, pointant vers un présentoir de journaux près de l'entrée. Le journal local était daté de ce jour avec un titre qui nous a glacés tous les deux. 2 routiers jumeaux meurent dans un accident d'autoroute. Le sous-titre disait « Dave et Danny Clark tués quand leur camion se retourne près de la sortie de Millbrook ». Danny et moi nous sommes regardés avec une horreur grandissante. Nous avons lu l'article qui décrivait comment 2 frères jumeaux conduisant un camion de livraison de meubles étaient morts quand leur camion s'était retourné après avoir pris la sortie de Millbrook sur LI-71. L'accident aurait eu lieu vers 22h30, approximativement à la même heure où nous avions pris cette sortie. Ça doit être une sorte de blague, ai-je dit. Ou peut-être que c'est à propos de différentes personnes avec les mêmes noms. Mais l'article incluait des détails trop spécifiques pour être une coïncidence. Il mentionnait notre entreprise de camionnage, décrivait le chargement de meubles de bureau que nous transportions et incluait même notre numéro de camion et notre plaque d'immatriculation. Selon le journal, nous étions tous les 2 morts. Nous devons sortir d'ici, a dit Danny. Maintenant. Nous avons couru vers notre camion et sommes montés dans la cabine. J'ai démarré le moteur et j'ai commencé à conduire vers ce que j'espérais être la sortie pour retourner sur LI-71, mais rien ne semblait familier. Les rues qui nous avaient menés en ville semblaient avoir changé, et nous ne trouvions pas la route que nous avions prise depuis l'autoroute. Nous avons roulé autour de Millbrook pendant encore 20 minutes en essayant de trouver une sortie, mais chaque rue semblait mener de nouveau au centre-ville. C'était comme si la ville était conçue pour piéger les visiteurs avec un plan de rue qui ne suivait pas une logique normale. « Regarde ça », a dit Danny, pointant vers un panneau de rue. Le panneau indiquait « Clark Street » et il pointait vers un quartier résidentiel que nous n'avions pas encore exploré. « C'est notre nom de famille », ai-je dit. Probablement juste une coïncidence. Mais alors que nous tournions dans Clark Street, nous avons vu quelque chose qui nous a tous les 2 paniqués. Il y avait 2 maisons au bout de la rue avec des boîtes aux lettres portant les noms D. Clark et D. Clark, une pour chacun de nos prénoms. Les maisons étaient identiques aux maisons dans lesquelles nous avions grandi, avec les mêmes couleurs de peinture, le même aménagement paysager et les mêmes détails architecturaux dont nous nous souvenions de notre enfance. « Ce n'est pas réel », a dit Danny. « Ça ne peut pas être réel. » J'ai accéléré en m'éloignant de Clark Street et j'ai continué à chercher une sortie de la ville. Mais maintenant, chaque panneau de rue semblait faire référence à nos vies d'une manière ou d'une autre. Furniture Avenue, une référence au chargement que nous transportions. Columbus Road, d'où nous avions commencé notre trajet. Cleveland Boulevard, notre destination. C'était comme si la ville était construite à partir de détails de nos propres vies, comme un décor de théâtre élaboré conçu spécifiquement pour nous piéger. Enfin, après ce qui semblait être des heures de conduite en rond, nous avons trouvé une route qui menait en haut d'une colline loin du centre-ville. Alors que nous montions la colline, j'ai pu voir des lumières qui semblaient être du trafic autoroutier au loin. Mais quand nous avons atteint le sommet de la colline et que nous avons regardé en arrière vers Millbrook, la ville avait disparu. Pas sombre, pas vide, mais complètement disparue. La vallée où nous avions vu des rues, des bâtiments et des lumières n'était plus qu'une campagne vide, sans signe qu'une ville ait jamais existé là-bas. Nous avons continué vers ce que nous espérions être LI-71 et avons finalement trouvé une bretelle d'accès qui menait de nouveau à l'autoroute. Nos systèmes GPS ont immédiatement recommencé à fonctionner normalement, nous montrant exactement où nous étions et fournissant des indications claires pour Cleveland. Nous avons conduit le reste du chemin vers Cleveland en silence. Nous essayions tous les 2 de comprendre ce que nous avions vécu. Quand nous sommes arrivés à notre lieu de livraison le lendemain matin, tout était complètement normal. Le client nous attendait. Nos papiers étaient en ordre et il n'y avait aucun problème avec la livraison. Ce n'est que plus tard dans la journée, alors que nous roulions de retour vers Columbus, que nous avons décidé de chercher à nouveau la sortie de Millbrook. Nous avons parcouru toute la longueur de LI-71 entre Columbus et Cleveland,
vérifiant chaque panneau de sortie et cherchant toute référence à Millbrook. Il n'y avait pas une telle sortie. Il n'y avait aucun signe que nous ayons jamais quitté l'autoroute la nuit précédente. Mais quand nous avons vérifié notre jauge de carburant, il manquait exactement la quantité de diesel que nous aurions dû utiliser si nous avions roulé les kilomètres supplémentaires pour aller en ville et revenir. Au cours des mois suivants, Danny et moi avons essayé de faire des recherches sur Millbrook, Ohio. Nous avons vérifié des cartes, des archives historiques, des données de recensement et des sites web d'histoire locale. Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'une ville de ce nom ait jamais existé dans cette région de l'Ohio. Nous avons également recherché des rapports d'accidents de camionnage impliquant des jumeaux nommés Clark. Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à l'histoire du journal que nous avions vu, mais nous avons trouvé des informations troublantes sur cette section de LI 71. Au fil des ans, il y avait eu plusieurs rapports de conducteurs prenant des sorties qui n'existaient sur aucune carte officielle, visitant des villes qui ne pouvaient pas être retrouvées lors de trajets ultérieurs, et rencontrant des défaillances d'équipement de navigation dans cette zone. La plupart de ces rapports avaient été rejetés comme de la fatigue des conducteurs, des dysfonctionnements d'équipement ou de simples erreurs sur les lieux et les numéros de route. Mais les détails étaient remarquablement cohérents. Les conducteurs prenaient une sortie qui semblait officielle et normale, visitaient une ville qui semblait pleinement fonctionnelle mais était mystérieusement déserte, puis se retrouvaient incapables de localiser la même sortie lors de trajets ultérieurs. Quelques conducteurs ont rapporté avoir vu des titres de journaux annonçant leur propre mort lors de la visite de ces villes fantômes. D'autres ont mentionné avoir trouvé des entreprises ou des rues nommées d'après des détails de leur propre vie. Danny et moi avons commencé à soupçonner que nous avions vécu une sorte de phénomène surnaturel, peut-être lié au grand nombre de morts sur la route dans cette section de l'autoroute. Peut-être avions-nous entrevu une sorte de destination post-mortem pour les conducteurs morts dans des accidents, un endroit construit à partir de leurs propres souvenirs et expériences. Ou peut-être étions-nous temporairement morts dans un accident dont nous ne nous souvenions pas, et le titre du journal avait été exact. Peut-être que Millbrook était une sorte de gare pour les âmes qui n'étaient pas prêtes à accepter leur mort et que nous avions d'une manière ou d'une autre trouvé notre chemin pour revenir dans le monde des vivants. Je n'ai pas de réponse à ces questions et je ne suis pas sûr d'en vouloir. Danny et moi avons continué à conduire en équipe pendant encore 2 ans après l'expérience de Millbrook, mais nous avons changé nos itinéraires pour éviter cette section de LI 71. Nous avons également installé des caméras de tableau de bord qui enregistrent en continu, au cas où nous aurions une autre expérience dont nous aurions besoin de preuves. Finalement, Danny a décidé d'arrêter le camionnage et a pris un emploi de mécanicien dans une concession de camions. Il a dit que l'expérience de Millbrook l'avait rendu trop nerveux pour la conduite longue distance, surtout sur des itinéraires non familiers ou pendant les heures de nuit. J'ai continué à conduire en solo pendant encore 1 an, mais j'ai constaté que je m'inquiétais constamment de prendre de mauvaises sorties ou de rencontrer des problèmes de navigation. Chaque fois que mon GPS scintillait ou montrait des informations incohérentes, je pensais à cette ville fantôme et me demandais si j'allais disparaître dans un autre endroit qui existait en dehors de la réalité normale. Je suis maintenant à la retraite du camionnage, travaillant dans une entreprise de livraison, faisant des livraisons locales et du travail de bureau. C'est moins payant que la conduite longue distance, mais cela me permet de dormir dans mon propre lit chaque nuit et ne nécessite pas de naviguer dans le genre de zone reculée où des villes fantômes pourraient se cacher. Danny et moi parlons encore parfois de cette nuit, généralement après quelques bières, quand la conversation se tourne vers les expériences les plus étranges que nous avons eues pendant nos années de camionnage. Nous n'avons jamais compris ce qui s'était vraiment passé à Millbrook ou si nous étions réellement morts cette nuit-là et d'une manière ou d'une autre revenus, mais nous sommes tous les deux d'accord sur une chose. Il y a des endroits sur les autoroutes américaines qui existent en dehors des règles normales de la géographie et de la physique. Des endroits où les âmes perdues peuvent se retrouver après des accidents mortels. Des endroits construits à partir de la mémoire, du regret et du désir de continuer à voyager sur des routes qui ne termineront jamais. Si vous conduisez tard dans la nuit et que votre GPS commence à mal fonctionner, si vous commencez à voir des panneaux de sortie pour des villes que vous n'avez jamais entendues, soyez très prudent avant de prendre ces sorties. Vous pourriez vous retrouver dans un endroit où les titres de journaux ont déjà été écrits, où les rues portent des noms tirés de détails de votre propre vie, et où les seuls résidents sont les fantômes de voyageurs qui ont pris le même mauvais tournant des années ou des décennies plus tôt. Certaines villes existent pour accueillir les vivants. D'autres existent pour recueillir les morts. Assurez-vous de savoir quel type de ville vous visitez avant de prendre cette bretelle de sortie, car retrouver votre chemin vers le monde des vivants pourrait être plus difficile que vous ne le pensez. Je m'appelle Amanda Foster et j'ai besoin de vous parler de la nuit la plus terrifiante de ma vie, qui a aussi été la nuit qui m'a convaincu que le camionnage n'était pas la carrière pour moi. J'avais 24 ans, je venais de sortir de l'école de conduite CDL, et je venais de terminer mon premier trajet en solo après avoir fini ma formation avec un conducteur mentor. J'étais fière, confiante et enthousiaste à l'idée de commencer ma nouvelle carrière en tant que conductrice longue distance indépendante.
J'aurais dû être plus prudente quant aux conseils des routiers expérimentés sur les itinéraires à éviter, surtout la nuit. Le chargement que je transportais était un envoi d'équipements médicaux d'un fabricant de Cincinnati à un hôpital de Charleston, en Virginie occidentale. C'était une cargaison précieuse, mais pas particulièrement lourde, et le calendrier de livraison me donnait amplement le temps de faire le trajet en toute sécurité. J'avais choisi de prendre l'autoroute 52 Sud le long de la rivière Ohio parce que c'était pittoresque et peu fréquenté, et je pensais que ce serait un bon itinéraire pour renforcer ma confiance en tant que nouvelle conductrice. Mon mentor, une conductrice expérimentée nommée Ruth Kowalski, m'avait mise en garde contre l'autoroute 52. « C'est une belle route pendant la journée », avait-elle dit. « Mais certains tronçons de cette route peuvent être délicats la nuit. Si tu dois emprunter la 52, essaie de timing pour être passé par les pires sections avant la nuit. » J'avais hoché la tête et l'avais remercié pour le conseil, mais je n'avais pas demandé de précision sur les sections problématiques ou pourquoi elles pourraient être dangereuses. J'étais jeune et trop confiante, et je pensais pouvoir gérer tous les défis que la route pourrait me présenter. C'était ma première erreur. Je suis parti de Cincinnati vers 16h, ce qui aurait dû me permettre d'arriver à Charleston en fin de soirée, mais j'ai rencontré des retards imprévus. Des embouteillages dus à des travaux autour de Portsmouth, une pause obligatoire qui a duré plus longtemps que prévu, et un arrêt pour faire le plein où j'ai dû attendre derrière plusieurs autres camions. Quand j'ai atteint la section de l'autoroute 52 qui traverse entre Portsmouth et Ironton, il était presque 23h et il faisait complètement noir. C'est là que j'ai rencontré le brouillard. Il est apparu soudainement, s'élevant de la rivière Ohio comme de la vapeur d'une bouilloire en ébullition. Un moment, j'avais une visibilité claire sur plusieurs kilomètres devant moi. Le moment suivant, je conduisais à travers un brouillard si épais que je pouvais à peine voir l'avant de mon camion. J'ai immédiatement ralenti à environ 50 km/h et j'ai allumé mes feux de détresse. Ce brouillard était différent de tout ce que j'avais jamais connu. Pas le brouillard fin et vaporeux que l'on rencontre parfois le matin, mais une brume dense, presque solide, qui semblait avoir du poids et de la substance. Mais la chose la plus étrange à propos de ce brouillard était qu'il n'était pas uniforme. Au lieu de la couleur grise ou blanche à laquelle on pourrait s'attendre, ce brouillard avait une teinte presque verdâtre, et il semblait se déplacer indépendamment de tout schéma de vent. Des tentacules de brume s'étendaient à travers la route comme des doigts, et des zones d'air plus clair s'ouvraient et se fermaient comme des fenêtres. Alors que je progressais lentement sur l'autoroute, essayant de rester dans ma voie en suivant les réflecteurs de la ligne centrale, j'ai commencé à voir des formes bouger dans le brouillard. Au début, j'ai pensé que c'était d'autres véhicules, peut-être des voitures avec leurs phares atténués par la brume épaisse. Mais les formes bougeaient trop lentement et de manière trop erratique pour être un trafic normal. Elles apparaissaient brièvement dans le faisceau de mes phares, puis disparaissaient dans le brouillard avant que je ne puisse les voir clairement. Après environ 10 minutes de conduite dans cette brume surnaturelle, j'ai réalisé que les formes n'étaient pas des véhicules du tout. C'étaient des personnes marchant le long de l'autoroute, debout sur le bas-côté, traversant la route directement devant mon camion. Toutes semblaient vêtues de vêtements à l'ancienne, et tout avançait avec une démarche lente et sans but, comme des gens qui n'avaient nulle part où aller en particulier. J'ai freiné brusquement quand une silhouette est entrée directement dans ma voie, à environ 15 mètres devant moi. Alors que mon camion s'arrêtait en tremblant, j'ai eu un aperçu clair de la personne dans mes phares. C'était un homme âgé portant un costume qui semblait dater des années 1940 ou 1950. Ses vêtements étaient trempés, comme s'il avait marché sous une pluie battante, et ses cheveux étaient plaqués sur son crâne. Mais la chose la plus troublante chez lui était ses yeux. Ils étaient complètement blancs, sans pupilles visibles, et semblaient briller légèrement dans la réflexion de mes phares. L'homme est resté devant mon camion pendant peut-être 10 secondes, me fixant directement à travers le pare-brise. Puis il s'est retourné et a marché lentement vers le bas-côté de la route, disparaissant dans le brouillard. Mes mains tremblaient alors que je remettais le camion en marche et continuais à avancer lentement. Mais en quelques minutes, j'ai rencontré d'autres silhouettes. Une femme dans une robe des années 1960, un enfant en salopette, un homme en vêtements de travail qui semblait démodé de plusieurs décennies. Tous avaient les mêmes vêtements trempés, les mêmes yeux blancs et brillants, et la même marche lente et sans but. J'ai essayé d'utiliser ma radio CB pour contacter d'autres conducteurs, pensant que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ce que je vivais, mais tout ce que j'ai obtenu était du bruit statique, entrecoupé occasionnellement de voix parlant dans des langues que je ne reconnaissais pas. Mon téléphone portable n'avait pas de signal et mon GPS affichait des informations contradictoires. Parfois, il indiquait que j'étais sur l'autoroute 52 comme prévu. Parfois, il me montrait dans des endroits qui n'avaient aucun sens. Mais la pire partie de l'expérience était la température. Malgré le brouillard, que l'on s'attendrait normalement à être frais et humide, l'air à l'intérieur de mon camion devenait de plus en plus chaud. Pas la chaleur confortable du système de chauffage, mais une chaleur humide et oppressante qui rendait la respiration difficile.
Et avec la montée de la température est venue une odeur que je n'oublierai jamais. L'odeur organique et moisie d'un marais ou d'un marécage, mélangée à autre chose qui me rappelait des vêtements humides et anciens. Alors que je continuais à travers le brouillard, de plus en plus de silhouettes sont apparues. Parfois elles étaient seules, parfois en petits groupes. Elles se matérialisaient hors de la brume, restaient ou marchaient pendant quelques instants à portée de mes phares, puis disparaissaient à nouveau. Aucune d'elles ne semblait exactement menaçante. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans leur présence. Elles semblaient conscientes de mon camion, mais ne réagissaient pas avec peur ou curiosité comme le feraient des personnes vivantes. Elles observaient simplement avec ces yeux blancs étranges, puis continuaient leur mystérieuse occupation. Après ce qui semblait être des heures de conduite dans ce brouillard surnaturel, j'ai commencé à remarquer que certaines des silhouettes s'approchaient de mon camion de plus près. Une femme en robe de mariée endommagée par l'eau a marché le long de mon côté conducteur pendant plusieurs centaines de mètres, gardant le rythme avec ma lente progression. Elle ne m'a jamais regardé directement, mais je pouvais voir son reflet dans mon rétroviseur, et son visage était pâle et gonflé, comme si elle avait été sous l'eau pendant longtemps. Un groupe d'enfants en vêtements scolaires à l'ancienne s'est rassemblé autour de mon camion quand je me suis arrêté à ce qui semblait être une intersection, bien que je ne puisse voir aucun panneau routier ou repère familier. Ils ont pressé leur visage contre mes vitres, laissant des empreintes de mains mouillées sur le verre, mais je ne pouvais entendre aucun son qu'ils auraient pu faire. Une femme âgée en uniforme d'infirmière des années 1930 s'est tenue directement devant mon camion et a refusé de bouger quand j'ai essayé d'avancer. Elle a levé la main dans un geste d'arrêt, et quand j'ai essayé de la contourner, elle s'est déplacée pour bloquer mon passage. Finalement, elle s'est approchée de ma vitre côté conducteur et a fait un geste pour que je l'ouvre. Chaque instinct que j'avais hurlait de ne pas ouvrir la vitre, mais quelque chose dans son attitude suggérait qu'elle essayait de m'aider plutôt que de me nuire. Contre mon meilleur jugement, j'ai entrouvert la vitre d'environ 2 cm. L'odeur d'eau de marais et de décomposition a immédiatement rempli la cabine, accompagnée d'une voix qui semblait venir de sous l'eau. « Vous ne devriez pas être ici, mon enfant. Cette route n'est pas pour les vivants. Je essaie juste d'aller à Charleston, ai-je réussi à dire. Pouvez-vous me dire comment retourner sur l'autoroute? Vous êtes sur l'autoroute, mais vous conduisez à travers le mauvais temps. Le brouillard vous a amené ici, à l'époque où la rivière nous a tous emportés. Que voulez-vous dire? L'inondation de 1937, la pire de l'histoire de la vallée de l'Ohio. Des centaines d'entre nous sont morts quand la rivière a monté et a pris l'autoroute. Nous sommes ici depuis, attendant que les eaux se retirent. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que ce que j'avais interprété comme du brouillard était peut-être en réalité quelque chose de complètement différent. Une sorte de relecture surnaturelle de l'inondation qui avait dévasté la vallée de la rivière Ohio en 1937. Comment puis-je sortir d'ici? Suivez les hauteurs. Restez loin de la rivière et, quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous atteigniez une terre vivante. L'infirmière a pointé vers ce qui semblait être une légère élévation de la route devant moi, puis s'est éloignée de mon camion et a disparu dans la brume. J'ai suivi ses instructions, restant sur ce qui semblait être les parties les plus hautes de la chaussée et évitant les zones où le brouillard était le plus épais. En conduisant, j'ai commencé à remarquer que les silhouettes dans le brouillard devenaient moins distinctes, plus transparentes, comme si elles s'effaçaient. La température dans ma cabine a commencé à redescendre à la normale, et l'odeur oppressante d'eau de marais a progressivement disparu. Après une autre heure de conduite prudente, je suis sorti du brouillard dans un air nocturne clair. J'étais de retour sur l'autoroute 52 avec une visibilité normale et des repères familiers visibles dans mes phares. Mais quand j'ai vérifié ma position sur le GPS, j'ai découvert que j'avais parcouru près de 80 km en conduisant à travers le brouillard, malgré le fait que j'avais maintenu une vitesse de pas plus de 50 km/h pendant ce qui n'avait pas pu durer plus de 2 heures. Je m'appelle Pete Kowalski, ou Vieux Pete pour la plupart des conducteurs qui me connaissent, et je roule sur les autoroutes depuis 42 ans. J'ai tout vu sur les routes d'Amérique, survécu à la folie des radios CB dans les années 70, regardé l'industrie du camionnage passer des opérateurs indépendants aux flottes corporatives et parcouru des millions de kilomètres sans un seul accident majeur. Mais il y a 3 semaines, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et les routes que j'ai passé ma carrière à parcourir. Je faisais ce que je pensais être l'un de mes derniers trajets avant la retraite. Un chargement de matériel agricole de Kansas City à un concessionnaire à Columbus, Ohio. C'était un itinéraire que j'avais parcouru des centaines de fois au fil des décennies, prenant Elite 70 et à travers le Missouri, l'Illinois, l'Indiana et dans l'Ohio. Rien de spécial, rien de difficile, juste un trajet de routine pour m'aider à atteindre le nombre magique de kilomètres dont j'avais besoin pour une pension complète. La nuit où c'est arrivé était un mardi à la fin octobre.
J'avais conduit depuis tôt le matin et j'avançais bien malgré quelques retards de construction autour de Saint-Louis. Quand j'ai atteint la frontière de l'Ohio, il approchait minuit et je ressentais la fatigue qui vient avec le fait d'être un homme de 63 ans essayant de suivre le rythme d'un jeune. Je savais que je devais m'arrêter pour ma pause de repos obligatoire, mais j'étais seulement à environ 2 heures de Columbus et je voulais pousser jusqu'au bout et faire la livraison dès le lendemain matin. Après 42 ans, j'étais bon pour lire mes propres limites et je me sentais assez alerte pour terminer le trajet en toute sécurité. C'est alors que j'ai approché le pont. C'était un pont que j'avais franchi des milliers de fois. Rien de spécial, juste l'un des dizaines de ponts qui enjambent Elite 70 dans le centre de l'Ohio. Mais alors que mes phares éclairaient la structure devant moi, j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas là lors de mes précédents trajets. Le pont était bloqué par des barrières de construction orange et des panneaux d'avertissement indiquant qu'il était prévu pour la démolition. Des machines lourdes étaient garées sur le tablier du pont et les garde-fous avaient été enlevés en préparation pour la démolition de l'ancienne structure. J'avais parcouru cet itinéraire seulement 3 semaines plus tôt et le pont était en usage normal à ce moment-là. Il semblait étrange qu'il soit prévu pour la démolition si rapidement, mais les projets d'infrastructure routière avancent souvent plus vite que les conducteurs ne le pensent. Alors que je passais sous le pont abandonné, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était le son d'un klaxon, le coup distinctif d'un klaxon de camion résonnant d'en haut. J'ai levé les yeux à travers mon pare-brise en passant sous le pont, mais je ne pouvais voir que la silhouette sombre des machines de construction contre le ciel nocturne. Pas de camion, pas de phare, pas de mouvement de quelque sorte que ce soit. Mais le coup de klaxon est venu à nouveau, plus fort et plus insistant, venant clairement du pont au-dessus de moi. J'ai saisi mon micro CB et j'ai essayé de joindre la personne qui était là-haut. Conducteur sur le pont, ici l'est sur la 70. Vous m'entendez? Aucune réponse sur la CB, juste le bruit statique habituel et le babillage occasionnel d'autres routiers. Les coups de klaxon ont continué alors que je m'éloignais du pont, s'estompant dans la distance, mais restant audibles pendant plusieurs kilomètres. Ce n'était pas un klaxonnement aléatoire. C'était un motif délibéré, le genre de signal que les routiers expérimentés utilisent pour communiquer entre eux quand la communication radio n'est pas possible. 3 coups courts suivis de 2 coups longs, répétés encore et encore. Je connaissais ce motif. C'était un ancien signal que les routiers utilisaient à l'époque où les radios CB n'étaient pas courantes, une façon d'avertir les autres conducteurs des dangers à venir. 3 courts, 2 longs signifiaient « ralentissez », danger devant. Mais quel danger? LI 70 devant moi était dégagé, avec un trafic léger et une bonne visibilité. Mon camion roulait sans problème mécanique ni indicateur d'avertissement. Le temps était parfait, et je connaissais chaque kilomètre d'autoroute entre ma position actuelle et Columbus. Pourtant, 42 ans de conduite m'avaient appris à respecter les avertissements des autres routiers, même quand je ne pouvais pas voir la source du danger qu'ils signalaient. J'ai ralenti de 105 à 88 km/h et j'ai augmenté ma distance de suivi derrière les quelques autres véhicules sur l'autoroute. Au cours des 30 km suivants, je m'attendais constamment à rencontrer le danger que les signaux de klaxon avaient cherché à m'avertir. Zone de construction, accident, conditions météorologiques, activité policière, quelque chose qui expliquerait pourquoi un autre conducteur avait été si insistant pour attirer mon attention. Mais l'autoroute est restée dégagée et sur tout le long jusqu'à Columbus. J'ai fait ma livraison le lendemain matin et je me préparais à revenir à vide vers Kansas City quand j'ai décidé d'enquêter sur le pont où j'avais entendu les coups de klaxon. Je voulais voir s'il y avait effectivement un projet de démolition en cours et peut-être découvrir si quelqu'un d'autre avait entendu le mystérieux klaxon de camion. Quand j'ai atteint le pont, j'ai trouvé quelque chose qui m'a secoué jusqu'à la moelle. Le pont était effectivement prévu pour la démolition selon les panneaux apposés par le département des transports de l'Ohio, mais la démolition avait été achevée 3 jours plus tôt. Le pont avait été complètement démoli et enlevé, ne laissant que les piliers de soutien en béton et quelques débris éparpillés. Il n'y avait pas de tablier de pont, pas de machine de construction, pas d'endroit où un camion aurait pu être garé pour faire retentir son klaxon. Pourtant, j'avais conduit sous un pont intact seulement 8 heures plus tôt. J'étais certain de ce que j'avais vu, des barrières de construction, des panneaux d'avertissement, des machines lourdes et un tablier de pont assez solide pour supporter des machines et des véhicules. Je me suis garé et j'ai marché autour de la zone, cherchant une explication à ce que j'avais vécu. Les travaux de démolition semblaient avoir été réalisés professionnellement, avec tous les débris enlevés et le site nettoyé. D'après l'état du béton et la végétation poussant autour des piliers de soutien, le pont avait disparu depuis plusieurs jours au minimum. J'ai parlé à une équipe d'entretien routier qui travaillait dans la région et ils ont confirmé que le pont avait été démoli le samedi précédent, 3 jours avant mon passage dans la région. Un pont de 40 ans, m'a dit le chef d'équipe. Prévu pour être remplacé depuis des années, mais ils ont finalement décidé que ça ne valait pas la peine. Les schémas de trafic ont changé.
Et cette route ne transporte plus assez de véhicules pour justifier le maintien du pont. Je lui ai demandé s'il avait entendu des rapports de sons étranges ou d'activités inhabituelles dans la région depuis la démolition. C'est drôle que vous posiez la question, a-t-il dit. Nous avons eu quelques conducteurs qui ont appelé le département des autoroutes à propos de klaxons de camions entendus dans le coin la nuit. Toujours la même histoire, des klaxons venant de l'endroit où se trouvait l'ancien pont. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Ça pourrait être des effets atmosphériques, des échos d'autres autoroutes, peut-être juste de l'imagination. Les conducteurs qui empruntent régulièrement cet itinéraire mettent parfois du temps à s'adapter quand des repères familiers disparaissent. Mais je savais que ce que j'avais vécu n'était pas de l'imagination ou des effets atmosphériques. J'avais conduit sous un pont solide, vu des machines de construction de mes propres yeux, et entendu des klaxons qui suivaient un motif spécifique conçu pour avertir les autres routiers d'un danger. Cette nuit-là, j'ai appelé mon dispatcher et lui ai dit que j'avais besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir à mes projets de retraite. Je n'ai pas mentionné l'expérience surnaturelle. Comment aurais-je pu? Mais quelque chose dans la rencontre avec un pont fantôme m'avait fait réaliser que mon temps sur les autoroutes touchait à sa fin. Au cours des jours suivants, j'ai fait des recherches sur le pont démoli et la route qu'il portait. Ce que j'ai découvert m'a convaincu que j'avais vécu quelque chose de véritablement surnaturel. Le pont avait été construit en 1963 et avait porté la route du comté 47 au-dessus de LI 70 pendant près de 40 ans. C'était une route relativement mineure qui reliait de petites communautés agricoles. Et le trafic avait régulièrement diminué à mesure que les populations rurales se déplaçaient vers les villes et que les exploitations agricoles se consolidaient. Mais en 1982, il y avait eu un accident mortel de camion sur ce pont. Un conducteur nommé Jim Morrison, sans lien avec la star du rock, transportait une cargaison de grains d'une ferme à un silo à Columbus quand il a perdu le contrôle de son camion sur le pont. Le camion avait percuté le garde-fou et s'était écrasé sur LI 70 en contrebas, tuant Morrison et 2 passagers dans une voiture qui avait été frappée par le camion en chute. Le rapport d'accident indiquait que Morrison avait emprunté le même itinéraire que je suivais, transportant du matériel agricole et des chargements de grains de la région de Kansas City à Columbus. Il faisait ce trajet depuis 15 ans et connaissait bien la route. Mais cette nuit d'octobre 1982, quelque chose avait causé la perte de contrôle de Morrison au pire endroit possible, le centre du pont, où un accident mettrait en danger le trafic sur l'autoroute en contrebas. L'enquête n'avait jamais déterminé exactement ce qui avait causé l'accident. Le camion de Morrison était mécaniquement en bon état, le temps était clair, et aucun autre véhicule n'était impliqué. La meilleure hypothèse était qu'il s'était endormi au volant, mais ses carnets de bord indiquaient qu'il était bien dans les limites légales de conduite et aurait dû être alerte. Un détail du rapport d'accident a attiré mon attention. Des témoins avaient rapporté qu'au moment de l'accident, Morrison avait fait retentir son klaxon à air de manière répétitive. 3 coups courts suivis de 2 coups longs. Le même motif que j'avais entendu venir du pont démoli. J'ai commencé à soupçonner que Jim Morrison était toujours là-haut, essayant toujours d'avertir les autres conducteurs du danger qu'il avait rencontré 30 ans plus tôt. Peut-être avait-il vu quelque chose cette nuit-là qui n'était pas enregistré dans le rapport d'accident. Du verglas, une défaillance mécanique non détectée, un animal sur la route, un danger qui l'avait fait perdre le contrôle. Et peut-être que son esprit essayait toujours d'empêcher les autres conducteurs de subir le même sort. J'ai décidé de tester cette théorie en conduisant à nouveau dans la région, cette fois à peu près à la même heure de la nuit que l'accident de Morrison. La deuxième fois que j'ai approché l'emplacement où le pont se trouvait autrefois, j'étais prêt à ce que je pourrais rencontrer. J'avais ma radio CB réglée sur le canal 19, mon téléphone portable prêt à enregistrer tout son, et je faisais très attention à mon environnement. Alors que j'approchais de l'endroit où le pont avait autrefois été, je pouvais le voir à nouveau. Le pont intact, les barrières de construction, les machines lourdes garées sur le tablier du pont. Tout aussi solide et réel que la première fois. Et alors que je passais en dessous, le klaxon a commencé à retentir. 3 courts, 2 longs, répétés encore et encore avec une urgence croissante. Mais cette fois, j'ai aussi entendu autre chose. Une voix sur la radio CB, faible et déformée, mais clairement audible. Gros camion en direction de l'est, ici le pont. Vous avez du verglas devant au kilomètre 97. Répétez, verglas au kilomètre 97. Réduisez immédiatement votre vitesse. J'ai vérifié ma position. Le kilomètre 97 était à environ 8 km devant moi. Le temps était clair et bien au-dessus de zéro, sans conditions qui auraient pu créer de la glace sur la chaussée. Mais je me suis souvenu du rapport d'accident de Morrison et de la perte de contrôle inexpliquée qui l'avait tué. J'ai ralenti à 70 km/h et j'ai allumé mes feux de détresse. Au kilomètre 97, j'ai rencontré un énorme nid de poule qui s'était ouvert dans la voie de droite. Un danger routier qui aurait été invisible dans le noir et qui aurait facilement pu faire perdre le contrôle à un camion chargé.
J'ai pu contourner le nid de poule en toute sécurité parce que j'avais été averti et que j'avais réduit ma vitesse en conséquence. Mais si j'avais roulé à la vitesse normale de l'autoroute, l'impact soudain aurait pu causer exactement le genre de perte de contrôle qui avait tué Jim Morrison en 1982. Morrison était mort en essayant d'avertir les autres conducteurs d'un danger qu'il avait rencontré. 30 ans plus tard, son esprit essayait toujours d'accomplir cette mission, faisant toujours retentir des signaux d'avertissement depuis un pont qui n'existait plus que dans le royaume surnaturel. J'ai signalé le nid de poule au département des transports de l'Ohio et il a été réparé dans les 2 jours. Mais j'ai continué à penser à Morrison et à la dévotion qu'il avait montrée en protégeant les autres conducteurs, même après la mort. C'est alors que j'ai pris ma décision de prendre ma retraite du camionnage. Non pas parce que j'avais peur des rencontres surnaturelles, mais parce que j'ai réalisé que l'histoire de Morrison était aussi la mienne. J'étais un conducteur vétéran avec des décennies d'expérience, parcourant des itinéraires familiers, approchant de la fin de ma carrière. Si quelque chose m'arrivait sur l'autoroute, un accident, une urgence médicale, un moment d'inattention, serais-je capable de l'accepter et de passer à autre chose? Ou serais-je piégé comme Morrison, essayant toujours d'avertir les autres conducteurs de danger qu'ils ne pouvaient pas voir? J'ai soumis mes papiers de retraite la semaine suivante. 42 ans, c'était assez. J'avais gagné ma pension, économisé assez d'argent pour vivre confortablement et accumulé assez de souvenirs pour durer toute une vie. Mais avant de rendre mes clés pour la dernière fois, j'ai fait un dernier voyage dans la région où le fantôme de Morrison continuait à faire retentir ses avertissements. Cette fois, quand j'ai entendu les klaxons et l'avertissement à la radio CB, j'ai répondu. Pont, ici le gros camion en direction de l'Est. Message reçu et compris. Merci pour l'avertissement, conducteur. Vous pouvez vous reposer en paix maintenant. Nous veillons les uns sur les autres ici-bas. Les klaxons se sont arrêtés immédiatement. Le pont démoli a scintillé et a disparu, ne laissant que les piliers de soutien en béton et l'espace vide où le pont avait autrefois porté le trafic entre de petites communautés agricoles. Je n'ai plus jamais entendu les avertissements de Morrison. Et selon le département des autoroutes, il n'y a plus eu de rapport de klaxons mystérieux dans cette région. Je pense qu'il a finalement trouvé la paix en sachant que son message avait été reçu et que d'autres conducteurs prenaient l'avertissement au sérieux. C'est ainsi que cela devrait être dans le camionnage. Des conducteurs expérimentés veillant sur les nouveaux, des vétérans partageant leurs connaissances avec la prochaine génération, et tout le monde travaillant ensemble pour garder les autoroutes sûres. Parfois, cette coopération continue même après la mort, quand des conducteurs qui ont passé leur carrière à protéger les autres refusent de laisser une petite chose comme la mort les empêcher de faire leur travail. Jim Morrison est mort en 1982, mais il a passé 30 ans de plus à essayer d'empêcher les autres routiers de rencontrer le même danger qu'il avait tué. C'est ce genre de dévouement et de fraternité qui m'a rendu fier de faire partie de l'industrie du camionnage. Maintenant que je suis à la retraite, je passe mon temps à enseigner à de nouveaux conducteurs dans une école de conduite de camions locale. Je leur parle de la sécurité routière, de l'entretien approprié et de la façon de rester alerte pendant les longs trajets. Mais je leur parle aussi de Jim Morrison et du pont fantôme, parce que je veux qu'ils comprennent que le camionnage est plus qu'un simple travail. C'est une vocation. Et parfois, cette vocation ne se termine pas quand vos jours de conduite sont terminés. Réflexion finale. Les routes que nous parcourons. Les autoroutes d'Amérique sont plus que de simples bandes de béton et d'asphalte. Ce sont des artères de vie, des chemins qui relient les communautés, les familles et les rêves. Mais parfois, ces routes portent aussi les échos de ceux qui les ont parcourues avant nous. Des conducteurs qui ont perdu leur vie dans des accidents tragiques, des voyageurs pris dans des catastrophes naturelles, des âmes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter les routes qu'ils ont tant aimées. Ces histoires ne sont pas juste des contes pour effrayer les nouveaux conducteurs. Ce sont des rappels que nous ne sommes jamais vraiment seuls sur la route. Qu'il y a des forces, des présences, des esprits qui veillent sur nous, nous guidant à travers les dangers visibles et invisibles. Parfois, ces présences se manifestent comme des phares mystérieux dans nos rétroviseurs, des klaxons fantômes dans la nuit, ou des figures dans le brouillard qui nous avertissent de dangers que nous ne pouvons pas encore voir. En tant que routiers, nous avons une responsabilité non seulement envers nos chargements et nos horaires, mais aussi envers ceux qui partagent la route avec nous, qu'ils soient vivants ou morts. Nous devons écouter les avertissements, qu'ils viennent d'une radio CB, d'un panneau routier ou d'une voix dans le brouillard. Nous devons respecter les routes et les esprits qui les hantent, car ce sont eux qui nous protègent quand nous en avons le plus besoin. Alors la prochaine fois que vous conduisez tard dans la nuit et que vous voyez quelque chose d'inattendu sur la route, ne le rejetez pas comme une hallucination ou un effet de la fatigue. Peut-être est-ce un message d'un conducteur qui a parcouru ces routes avant vous, un gardien qui veille sur vous depuis l'autre côté. Et si vous entendez un klaxon dans la nuit, ou si vous voyez des phares qui semblent vous suivre à la distance parfaite, ne paniquez pas. Peut-être est-ce simplement un ami que vous ne pouvez pas encore voir, vous rappelant que vous n'êtes jamais vraiment seul sur la route.